À l'instant précis, où minuit a sonné enveloppant la Madrague, d'un silence quasi religieux, un souffle mythique s'est définitivement suspendu. Loin des projecteurs sans drame ni théâtralité, ce ne furent que 2 syllabes, d'une tendresse infinie, murmurées dans la pénombre. Piou piou. Ce furent les ultimes paroles de Brigitte Bardot. Celle qui fut jadis l'idole la plus traquée par les objectifs du monde entier, s'est éteinte exactement comme elle l'avait secrètement espéré, réduite à une voix frêle et intime, s'adressant uniquement à l'amour de sa vie, à des années, lumière du tumulte incessant des hommes. Pourquoi ce silence soudain et assourdissant nous bouleverse-t-il bien plus violemment que ne l'aurait fait des funérailles nationales grandioses? Comment cette femme, dont chaque battement de cils fut scruté, analysé et monnayé durant un demi-siècle, a-t-elle réussi cet ultime tour de force de s'évaporer, sans aucun témoin, sans public et sans le moindre applaudissement? Ce départ n'avait rien d'une mort ordinaire. C'était un acte de résistance, une cohérence radicale, maintenue jusqu'à la toute dernière seconde de son existence. Pour saisir la puissance de cette fuite finale, il est impératif de remonter aux origines du mythe. Brigitte Anne-Marie Bardot voit le jour le 28 septembre 1934, en plein cœur du 16e arrondissement de Paris, place Violet. Elle naît au sein d'une famille de la haute bourgeoisie catholique, un milieu rigide où l'on ne badine jamais avec les apparences et la réputation. Son père Louis, surnommé Pilou, un industriel respecté, et sa mère Anne-Marie, dite Toti, gèrent leur foyer avec la rigueur d'une entreprise morale. Très tôt, la petite Brigitte suffoque dans ce cadre. Elle se sent laide, affublée de lunettes épaisses pour corriger une amblyopie et contrainte de porter un appareil dentaire disgracieux. Dans le luxe austère de cet appartement de la rue de la Pompe, l'éducation dispensée est spartiate. On lui enseigne le maintien en coinçant un bâton dans son dos durant les repas et on lui inculque le vouvoiement obligatoire envers ses propres parents, marquant une distance affective glaciale. Elle est élevée avec un unique objectif, devenir une épouse modèle, une maîtresse de maison irréprochable. Certainement pas pour devenir l'astre incendiaire qui brûlera les rétines du monde entier. Pourtant, une échappatoire se profile, la danse. À l'âge de 7 ans, elle intègre le cours de Madame Bourgat, avant de rejoindre le Conservatoire de Paris. C'est là, à la barre, sous la tutelle impitoyable et tyrannique de Boris Kniazev, qu'elle forge cette allure inimitable. Ce port de tête altier, cette démarche ondulante, si particulière, née d'un mélange explosif de discipline de fer et de grâce féline naturelle. Elle cesse alors d'être la petite fille complexée pour devenir un corps en mouvement, une promesse de sensualité. Le destin s'accélère alors brutalement. À 14 ans, son visage singulier, cette bouille, naturelle et boudeuse, tape dans l'œil d'Hélène Lazareff, la visionnaire fondatrice du magazine Elle. Elle commence à poser pour le jardin des modes et les professionnels sont immédiatement saisis. Ce qu'ils voient n'est pas seulement une beauté classique, c'est une insolence visuelle, une modernité qui dérange. Puis vient le véritable séisme qui va tout changer. À 15 ans, lors d'une audition chez le réalisateur Marc Allégret, elle croise le regard intense de Roger Vadim. Il a 21 ans, l'air nonchalant d'un poète maudit. Il ne la considère pas comme une enfant, mais comme une femme en puissance. Le coup de foudre est d'une violence inouïe, immédiat et dévastateur. Pour ses parents conservateurs, c'est l'inimaginable, un bohème sans le sou entrant dans la famille. Ils refusent catégoriquement l'union. En réaction, Brigitte commet son premier acte de désespoir absolu, elle met la tête dans le four à gaz de la cuisine familiale. On la sauve de justesse in extremis. Face à cette détermination suicidaire effrayante, les parents finissent par céder. Elle l'épouse à 18 ans. Brigitte pense s'être libérée du carcan familial étouffant, mais elle ignore qu'elle vient simplement de changer de cage pour une autre plus dorée, mais tout aussi contraignante. Vadim ne veut pas seulement l'aimer, il veut la sculpter, la façonner à son image. Il décèle en elle ce que personne n'a encore vu, un monstre sacré qui sommeille. Elle ne voulait qu'être aimée, il va faire d'elle un phénomène de société. Le piège se referme. En 1956, Brigitte a 22 ans. Le film
Et Dieu créa la femme, tournée sous le soleil écrasant de Saint-Tropez, fait d'elle un mythe instantané. Sa silhouette dénudée, sa danse mambo sauvage, pieds nus sur la table, et ce regard de défi pulvérise littéralement la morale étriquée de l'époque. Aux États-Unis, le film est violemment condamné par la Ligue de décence. En Europe, le Vatican s'en offusque publiquement. Mais il est trop tard, la planète entière tombe à genoux. On ne parle plus de cinéma, on parle de bardolâtrie, une véritable hystérie collective. Le général de Gaulle déclarera même, non sans humour, qu'elle rapporte autant de devises étrangères à la France que les usines Renault. Les chiffres donnent le tournis entre 1952 et 1973. Elle tourne 47 films. Elle devient la muse des plus grands illustrés par Le Mépris de Jean-Luc Godard en 1963. Ce chef-d'œuvre, la sacre actrice majeure, magnifiant sa nudité sous une lumière crue, tragique et solaire. Dans La Valise, La vérité d'Henri-Georges Clouzot, elle livre une performance viscérale puisant dans ses propres douleurs intimes. Ses chansons deviennent des hymnes générationnels, Harley Davidson, Bonnie and Clyde et bien sûr La Madrague. Sa voix boudeuse, fragile et sensuelle captive autant que ses courbes. Mais derrière l'icône glacée sur papier, la réalité est un enfer pavé de diamants. Sur les plateaux de tournage, elle s'ennuie, à mourir, elle souffre, elle déteste les répétitions et abhorre se faire maquiller pendant des heures interminables. Elle fuit les mondanités comme la peste refuse les interviews préférant se taire. Elle ne se reconnaît absolument pas dans ce miroir déformant qu'on lui tend en permanence. On la traite comme un objet de consommation courante, une simple poupée de chair sans cervelle. Elle dira plus tard avec une amertume poignante « J'étais une effigie, une imposture. Personne ne se demandait si j'avais une âme, si je ressentais quelque chose. » Le système broie la femme pour nourrir le mythe insatiable. Chaque fois qu'elle tente de respirer une nouvelle couverture de magazine, la ramène violemment au centre de l'arène médiatique. Sa vie sentimentale devient un feuilleton national, suivi jour après jour. Elle quitte Vadim pour Jean-Louis Trintignant, puis épouse Jacques Charrier, avec qui elle aura un fils Nicolas. Une maternité qu'elle vivra comme un drame personnel, osant déclarer cruellement plus tard « J'aurais préféré accoucher d'un petit chien ». Puis viendront Günther Sachs, le playboy milliardaire, qui largue des milliers de roses rouges par hélicoptère sur la Madrague, et Serge Gainsbourg, pour une passion dévorante et éthylique de 86 jours. Pourtant, au sommet de cette gloire incandescente, le vide intérieur est abyssal. Le 28 septembre 1960, jour précis de ses 26 ans, elle tente de se suicider en avalant des barbituriques et en s'ouvrant les veines dans un champ près de chez elle. Une fois de plus, on la sauve in extremis. Le public crie aux caprices de stars gâtées, ignorant totalement la détresse réelle d'une bête traquée par les paparazzis qui planquent jusque dans les arbres de son propre jardin. Le 6 juin 1973, la rupture est définitivement consommée. Elle est sur le tournage de « L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise ». Une figurante s'approche avec une petite chèvre destinée aux méchouis de l'équipe technique. Brigitte l'achète sur le champ pour la sauver d'une mort certaine, la prend dans ses bras et a une révélation foudroyante, presque mystique. Elle rentre dans sa loge, se regarde une dernière fois dans le miroir et annonce froidement « C'est fini, je ne tournerai plus ». À 39 ans, en pleine gloire, elle claque la porte de l'industrie cinématographique pour toujours. Ce n'est pas une pause, c'est un adieu définitif au monde des humains pour rejoindre exclusivement celui des animaux. Dès la fin des années 70, une autre Brigitte Bardot émerge des cendres de la starlette. Moins glamour, plus radical, le visage marqué par le soleil et les combats. Elle ne cherche plus à séduire quiconque, mais à déranger, à choquer, à briser le miroir de la complaisance sociétale. Son image change drastiquement, le sex symbol planétaire troque les robes balmain contre des treillis militaires et des gros pulls marins. Le monde découvre cette nouvelle Bardot en 1977 sur la banquise de Blanc-Sablon au Canada.
L'image fait le tour du globe, l'ancienne femme la plus désirée du monde, allongée à même la glace serrant un bébé phoque contre elle, défiant du regard les chasseurs armés de gourdins. Ce jour-là, elle comprend le véritable pouvoir de son nom. Si elle ne peut plus supporter les caméras pour elle-même, elle les utilisera désormais comme armes pour ceux qui n'ont pas de voix. En 1986, elle va jusqu'au bout de sa logique en créant la fondation Brigitte Bardot. Pour la financer, elle ne demande rien à l'État, elle vide sa propre vie. Elle organise une vente aux enchères déchirante, où elle se sépare de toutes ses robes, ses bijoux, ses souvenirs intimes, et même le diamant que Günther Sachs lui avait offert. Elle déclare alors « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je donne aujourd'hui ma sagesse et mon expérience aux animaux. » Mais le combat dévore la femme. Très vite, son discours se durcit, devient tranchant, comme une lame. Elle ne mâche plus ses mots, elle les crache. Elle attaque violemment les chasseurs, les politiques et les traditions religieuses, comme l'Aïd el-Kébir. On l'accuse d'excès, de dérive, de provocation gratuite. La justice finit par s'en mêler. Entre 1997 et 2008, elle est condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine raciale. Des propos virulents sur l'islam, l'immigration ou le délitement de la France choquent, divisent et révulsent une partie de ceux qui l'avaient adulée. Bardot ne s'excuse jamais. Elle revendique haut et fort son droit à l'outrance et à la liberté de parole. Mais derrière cette intransigeance, derrière cette carapace de vieille dame indigne qu'elle assume pleinement, se cache une blessure purulente. Plusieurs proches rapportent qu'elle ne supportait plus le mensonge social, le paraître et les faux-semblants. Elle voyait l'hypocrisie partout chez l'être humain et préférait devenir infréquentable plutôt que de se trahir une fois de plus. Sa misanthropie n'est pas une posture, c'est une réaction allergique, violente à un monde qui l'a trop consommée. Dans sa forteresse de la Madrague, elle vit désormais recluse. Elle refuse systématiquement les appels, ignore les courriers d'admirateurs, interdit l'accès aux caméras de télévision. Son seul contact avec l'extérieur passe par des lettres ouvertes, souvent manuscrites d'une écriture rageuse, adressées directement au chef d'État. En 2023, une missive incendiaire destinée au président Emmanuel Macron fait encore trembler les réseaux sociaux. On y sent une femme lasse, amère, mais d'une lucidité terrifiante sur la cruauté du monde. Elle s'est enfermée avec ses bêtes, car, dit-elle, elles ne trahissent jamais. Le 28 décembre 2026, peu après minuit, la maison de la Madrague s'enveloppe d'une quiétude irréelle, presque surnaturelle. Dehors, la Méditerranée continue de frapper inlassablement les rochers, indifférente au temps qui passe et aux légendes qui s'éteignent. À l'intérieur, dans la pénombre de sa chambre encombrée de souvenirs d'une vie hors norme, le cœur de Brigitte Bardot ralentit doucement. Il n'y a pas de balai de médecin, pas de bip incessant de machines, pas de panique stérile. Bernard dort mal, son époux depuis 1992, cet homme discret qui a su l'aimer sans l'étouffer, est assis paisiblement à ses côtés. Il lui tient la main. Cette main qui a signé des autographes par millions est désormais fragile, tachetée par le soleil et les années, mais enfin apaisée. Dans la pénombre d'une nuit de 2026, à minuit 10 précise, un mouvement infime brise l'immobilité de la chambre. Elle tourne lentement la tête vers lui. Ses yeux, bien que voilés par l'approche de la fin, brûlent encore de cette flamme indomptable qui a fait sa légende. Elle ancre son regard dans le sien une ultime fois et laisse échapper 2 mots, un souffle à peine perceptible. Piou piou. Puis ses paupières s'abaissent définitivement, scellant le destin d'une icône. Ce n'était nullement l'égarement d'un esprit fatigué. Piou piou, c'était leur code secret, ce surnom d'une tendresse infinie, presque enfantine, qu'ils se réservaient pour l'intimité de leur huis clos amoureux. Une dernière confidence, un secret minuscule, murmuré au seuil de l'éternité. Comment imaginer que cette femme vénérée et crainte par la planète entière comme une Amazone inflexible et orgueilleuse ait pu se résumer dans cet instant fatidique à une fragilité aussi désarmante? Ce murmure final vient balayer d'un revers de main toutes les caricatures de pierre que les médias ont tenté de sculpter d'elle pendant des décennies.
Ou peut-être est-ce là l'unique vérité, celle d'une petite fille, jamais tout à fait guérie, qui a passé sa vie à chercher un refuge, un endroit où l'amour ne se monnaie pas. Il n'y a eu aucune longue agonie, aucune maladie foudroyante déclarée publiquement, juste l'usure du temps, une insuffisance respiratoire, liée au grand âge, mais rien qui ne laissait présager un départ aussi brutal. En réalité, fidèle à son tempérament de feu, Brigitte Bardot avait catégoriquement rejeté toute forme d'hospitalisation préventive. Elle vouait une haine viscérale aux hôpitaux, qu'elle considérait comme des mouroirs aseptisés, des antichambres froides, indignes de la vie qu'elle avait menée. Son vœu était clair, s'éteindre chez elle, dans son antre enveloppé par l'odeur rassurante de ses animaux, ou ne plus jamais se réveiller. Elle avait décidé de rester maître de son destin, refusant la dépendance jusqu'à son dernier souffle, et elle a gagné son pari. Au petit matin, la nouvelle traverse la France comme une onde de choc. Les premières dépêches tombent sobres et graves, comme si les journalistes eux-mêmes peinaient à réaliser la disparition de cette figure que l'on croyait éternelle. Puis, c'est le déferlement des hommages. Le chef de l'État salue une Marianne insoumise, tandis que la presse internationale couvre ses unes avec le visage de la star, devenue la militante la plus célèbre au monde. Cependant, un détail saisissant marque les esprits, l'absence totale d'images. Aucune mise en scène larmoyante, aucun cortège funèbre descendant les Champs-Élysées sous les vivas de la foule, comme ce fut le cas pour Johnny Hallyday. Brigitte Bardot a quitté la scène exactement comme elle a vécu ces 50 dernières années, en rupture totale et violente avec le système. Son testament contenait des directives d'une rigueur militaire. « Je ne veux ni prêtre ni tralala, et surtout pas d'hypocrite », avait-elle martelé. Elle a rejeté en bloc la comédie des funérailles, les larmes de crocodile, devant les caméras et les plateaux de télévision transformés en chapelles ardentes. Elle a opposé un refus catégorique à l'exposition de son cercueil ou aux éloges funèbres nationaux. Son corps est incinéré dans la plus stricte intimité, loin des objectifs, sans un seul journaliste pour voler ce moment. Une sortie de scène radicale. Ses cendres, respectant sa volonté farouche, rejoignent la terre rouge de la Madrague, là où reposent déjà ses fidèles compagnons à quatre pattes. Elle retourne à cette terre qu'elle a défendue bec et ongles. Ce choix ultime divise une dernière fois. L'opinion, certains y voient dans le caprice d'une diva misanthrope un dernier pied de nez à son public. D'autres, plus perspicaces, y décèlent un geste d'une cohérence absolue. Bien plus qu'un adieu, c'est un effacement volontaire, une victoire éclatante contre ce monde qui a tenté de la chosifier toute sa vie. Le choc est d'autant plus violent que peu de gens soupçonnaient à quel point elle était prête à partir. Ceux qui ont partagé son intimité racontaient que depuis plusieurs mois, elle n'aspirait qu'au repos. « J'ai trop vécu pour cette époque. Tout ce que j'ai fui est devenu la norme. Alors je tire ma révérence », répétait-elle lassée par la bêtise humaine. Dans la maison désormais silencieuse, le vide est immense. Il ne reste que ces chiens qui tournent en rond, cherchant leur maîtresse, ces chats endormis, sur des fauteuils usés par le temps, et sur la table de chevet un petit cadre discret. Une photo D. Ce qui foudroie le cœur de la nation dans cette disparition, c'est l'absence totale de vacarme médiatique, un comble pour celle qui fit trembler le monde. Alors qu'une telle légende aurait pu exiger des funérailles nationales grandioses, elle a tiré sa révérence sur la pointe des pieds. Ce silence n'est pas un aveu de faiblesse, loin de là. C'est l'ultime acte de fidélité envers sa propre nature, celle d'une sauvage indomptable qui a toujours préféré l'ombre des pins parasols au flash aveuglant. C'est seulement quelques heures après que son épouse ait rendu son dernier souffle que Bernard Dormal a accepté de lever le voile. Dans une déclaration accordée à Var Matin, sans la moindre emphase larmoyante, mais avec une gravité bouleversante, il décrit une scène d'une sérénité absolue. Selon ses mots, en cette année 2026, elle est partie sans aucune peur, apaisée, comme si la boucle de son existence tumultueuse était enfin bouclée. Et puis, il lâche cette sentence terrible qui résume à elle seule le drame de son existence et qui nous glace les sangs.
Elle lui aurait confié dans un dernier souffle de lucidité que si les êtres humains l'avaient dépouillé de tout, c'est l'amour inconditionnel des bêtes qui lui avait tout restitué jusqu'au centuple. Ne vous y trompez pas, ceci n'est pas une simple confession de fin de vie, c'est la clé de voûte de son âme. Bardot, que l'opinion publique qualifiait souvent d'acariâtre ou de divisé, n'était au fond qu'une écorchée vive, brûlée par la lumière trop crue de la célébrité. Elle n'a jamais pu s'insérer dans la vaste comédie humaine, ne trouvant de réconfort réel que dans le regard innocent d'un chien errant ou la détresse silencieuse d'un phoque sur la banquise. Ce virage radical vers la cause animale qui a suscité tant de ricanements dans les salons parisiens n'était nullement le caprice d'une star oisive, c'était une question de survie mentale. Ses dernières volontés, désormais connues, gravent cette trajectoire dans le marbre, il n'y a pas la moindre déviation, tout est cohérent jusqu'à la dernière ligne. Dans un document testamentaire dévoilé par son notaire, ces mots résonnent comme un verdict sans appel contre notre époque. Je ne crois plus en la société des hommes, mais je garde une foi intacte en la tendresse. En conséquence, l'intégralité de ses droits d'auteur, sa fortune et son patrimoine sont légués exclusivement à la Fondation Brigitte Bardot. La mythique madrague dont elle conserve l'usufruit jusqu'à son dernier instant ne sera pas vendue aux plus offrants, mais devient officiellement un sanctuaire inviolable pour la faune. Oubliez les héritages fastueux pour la famille ou les proches. C'est un acte de militantisme posthume, d'une violence symbolique inouïe. Elle nous laisse avec cette interrogation brutale que pèse la gloire planétaire face à la pureté absolue de la nature. Peu de temps avant le grand départ, elle aurait glissé cette confidence à une soignante venue l'assister. « J'ai été une poupée, une image de papier glacé, mais maintenant, je suis enfin moi-même libre. » Cette phrase qui se propage déjà comme une onde de choc est perçue par tous comme un ultime sursaut de dignité, le cri de victoire d'une femme qui a repris le contrôle. Pourquoi avoir attendu l'obscurité de la mort pour briller avec autant de justesse? Sans doute par peur du décalage et de la trahison des mots. Elle savait pertinemment que la presse à scandale tordrait ses paroles. Elle a donc préféré s'éloigner, se murer dans le silence et laisser la force de son geste l'emporter sur le bavardage médiatique. En rejetant catégoriquement les hommages officiels et en orchestrant son propre effacement, Brigitte Bardot ne tourne pas le dos à la France, elle lui tend un miroir sans complaisance. Elle nous force à regarder le destin d'une femme qu'on a adulée jusqu'à l'hystérie collective avant de la moquer cruellement, une femme qui a eu l'audace inouïe de dire « non » jusqu'à son dernier souffle. Elle a dit non au cinéma, non aux conventions bourgeoises et surtout non à cette injonction de la vieillesse maquillée et artificielle. Dans ce refus obstiné réside sa confession la plus poignante. Elle n'a jamais cherché à être Bardot, le mythe sexuel. Elle voulait simplement être Brigitte, vivre pieds nus au soleil, loin du vacarme et de la fureur du monde. Elle est morte exactement comme elle a vécu à contre-courant de tout ce qu'on attendait d'elle. Pas de mise en scène morbide, pas de lettre d'adieu larmoyante pour ses fans. Juste un murmure affectueux pour ses animaux et le silence retombant sur la baie des Canubiers. Un silence pur que personne désormais ne pourra plus jamais déformer ou salir. Sa disparition creuse un vide étrange dans le paysage français, non pas celui d'une star de cinéma, mais celui d'une conscience insoumise qui s'éteint. La madrague a clos ses volets bleus emblématiques. Les chiens guettent un retour impossible, la mer frappe les rochers avec mélancolie, et la France entière se pose enfin la vraie question. L'avons-nous aimée pour sa vérité ou pour le fantasme qu'elle incarnait? Loin de la déesse sexuelle des années 60 ou de la militante enragée des dernières décennies, il y avait simplement une femme fatiguée cherchant la paix. Une interrogation flotte dans l'air salin de Saint-Tropez, et si en cherchant à la comprendre trop tard, nous l'avions en réalité perdue depuis bien longtemps. Au final, la vie de Brigitte Bardot nous offre une leçon brutale mais absolument nécessaire sur le courage vertigineux qu'il faut pour oser être soi-même, envers et contre tous. Au fond, ce que cette affaire nous balance en pleine figure, c'est que les paillettes,
Les couvertures de magazines et l'hystérie des fans ne sont que du vent de la poudre aux yeux si le prix à payer est de vendre son âme au diable et de perdre sa liberté de penser. Son incroyable trajectoire prouve de manière éclatante qu'il n'est jamais trop tard pour envoyer valser les convenances, pour briser les barreaux de cette cage dorée, imposée par le show business, et pour hurler un grand non aux diktats étouffants de notre société, préférant dédier sa fougue à des combats bien plus nobles que la simple flatterie d'un ego de starlette. En fin de compte, la morale de toute cette histoire sulfureuse est limpide. La véritable classe, celle qui ne s'achète pas, ne réside absolument pas dans cette image lisse et parfaite fabriquée pour le papier glacé ou les réseaux sociaux. La seule dignité qui vaille, c'est cette capacité brute à rester fidèle à soi-même en assurant une cohérence totale entre ses convictions intimes et ses actions publiques, même si cela doit faire grincer des dents dans les salons parisiens.